tous. Alors nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver là, de reprendre ces conférences après une si longue absence. Bon. Alors, bon, je sais que ce n'est pas dans les conditions les plus faciles. On va être extrêmement strict. Hein. Notre directeur est là, il va falloir garder le masque en permanence. Il a enlevé ses ballons, voilà. Voilà, pour parler. Oui, je garde même pour parler. Oui. Donc, oui, je vous demanderai de garder le masque en permanence. Je vous demanderai aussi, lorsque nous sortirons, les personnes qui sont sur cette moitié-là, de sortir par le haut, sur cette moitié-ci, de sortir par là. Je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous voulez discuter entre vous, puisque c'est l'occasion de vous retrouver, soyez gentils, faites-le à l'extérieur. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà, alors je remercie Monsieur Chancheux qui vraiment nous fait le grand plaisir d'être là pour cette première et à Albert de l'avoir invité. Je vais passer le micro d'abord à notre directeur. Bonsoir à tout le monde. Je pense que là c'est la première fois que je repars dans cet amphithéâtre depuis le confinement. Il se trouve qu'on avait fait une assemblée générale qui devait être le 9 mars. Et le 9 mars, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Et c'est vrai que je pense depuis longtemps, au moment où j'allais reprendre la parole dans cet amphithéâtre, et c'est vrai qu'on imaginait tous que d'un seul coup on n'aurait plus de masque, que tout irait bien et que tout recommencerait comme avant, donc c'est un petit peu plus long que prévu, mais ne nous plaignons pas, on peut recommencer, alors je dirais pas une vie normale, mais pas loin, en tout cas beaucoup plus normale que ce qu'on a vécu jusque-là. Donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'être ici, puisque c'est pas très facile dans ces conditions. Et j'espère qu'on pourra continuer comme ça tout au long de l'année, que les choses iront de mieux en mieux. Donc je vous souhaite une bonne conférence. Ok, donc c'est la reprise. Et pour cette reprise, l'association a voulu viser très haut Jean-Pierre Chancheux. Voilà le cadeau que nous faisons pour le début septembre. Jean-Pierre Chancheux, qui va nous parler de le cerveau, machine chimique et le mode d'action des drogues. Jean-Pierre, à toi la parole. Merci Albert pour cette invitation qui me fait un immense plaisir. J'aime beaucoup Banyuls, vous le verrez dans une minute pourquoi. Et c'est toujours à la fois un mélange de grande joie et de profond intérêt que je me retrouve ici, où j'ai encore de très bons amis qui participent à ce mouvement scientifique qui est majeur en ce moment, qui est celui du développement de l'écologie scientifique, puisque finalement c'est à Banyuls avec Petit de Bouteville et Vie et Milieu que cette nouvelle discipline est en grande partie née. Donc je vais vous parler des enjeux de la connaissance du cerveau et en particulier le cerveau, machine chimique, les modes d'action des drogues. Et voilà, en 1955, quelle était la vue du laboratoire Arago, et j'ai eu l'immense privilège, étant tout jeune, évidemment, à cet âge, en 55, j'avais 19 ans, d'être pris en charge par Claude Delamare de Bouteville, qui m'a introduit dans son laboratoire et m'a laissé libre de faire ce que je souhaitais. Comme si j'étais un scientifique aguerri et expérimenté. Alors pas du tout, je débutais, et c'est grâce à lui que j'ai été informé sur la faune interstitielle, les parasites, entre autres les copépodes parasites, et l'idée d'étudier l'ensemble des êtres vivants, des commensaux parasites qui entourent un organisme. Et j'ai choisi à cette époque-là les holothuries. Bon, c'est un matériel un peu particulier, et ce faisant, j'ai eu la chance de découvrir une nouvelle espèce, qui est aussi un nouveau genre de copépodes, que je souhaitais
d'écrire avec mon maître de l'époque, et il lui dit « Oh non, pas question, c'est vous qui l'avez découvert ». Ce qui se voit plus rarement maintenant chez les patrons. Enfin, il avait dès le départ fait preuve d'une incroyable générosité. Et je l'ai donc dédié à Claude Delamarre, à l'Antoginus de la Marie, nouveau genre, nouvelle espèce de comévole parasite que vous voyez décrit ici. Ce travail qui a été publié comme un supplément de Vie et Milieu, qui était ma première petite thèse, regroupait non seulement la recherche sur l'Antoginus, mais aussi sur les grégarines, sur d'autres espèces qui habitent au sein des holothuries. Et je me suis très vite posé la question de savoir comment se faisait-il que certaines espèces deviennent parasites. J'avais lu à l'époque beaucoup Poulery, évidemment Darwin, Lamarck, etc. Mais ça posait un problème et je me suis dit, c'est très bien de faire de la morphologie, mais ça ne me satisfait pas intellectuellement, il me faut une dimension de plus, et j'ai tout de suite pensé à la chimie. Et comme vous verrez, finalement, c'est toujours une passion qui me tient, de mettre en relation les fondements chimiques ou moléculaires des êtres vivants avec la fonction aussi supérieure soit-elle. En lisant dans la bibliothèque, ici, le Biochemical Cytology de Jean Brachet, je pensais m'instruire en chimie de la cellule auprès de lui. Je suis allé effectivement en octobre-décembre 1958 travailler avec lui. J'ai rencontré Christian Deluve à cette époque et je suis ressorti avec une théorie. Voilà. Bon, ça c'est aussi de mes manies, d'avoir toujours une théorie sur laquelle réfléchir et manipuler. Donc la théorie, c'était que au cours de la fécondation de l'œuf, le spermatozoïde entre et en entrant fait éclater des petites vésicules pleines d'enzymes qui s'appelaient les isotomes. Bon, c'était une hypothèse un peu simpliste que j'ai essayé de mettre à l'épreuve à Paris et je n'arrivais pas à m'en sortir compte tenu de ma totale inexpérience en chimie. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis intéressé à la chimie sans la connaître. Donc, j'ai demandé à Jacques Monod, que j'ai rencontré dans un couloir, s'il pouvait me donner un coup de main. Il m'a fait venir à l'Institut Pasteur, j'ai donné un exposé sur ma théorie. Et tout le monde, semble-t-il, a reçu cet exposé avec un certain humour, parce qu'il ne voyait pas très bien comment je pourrais mettre cette théorie à l'épreuve, mais Jacques Monod, après ma conférence, m'a dit écoutez, ou bien vous poursuivez sur ce sujet dans un laboratoire américain, ou bien vous travaillez chez moi. Et donc j'ai décidé de travailler avec Jacques Monod. J'ai mis 3 mois pour prendre cette décision, qui a été extrêmement heureuse. Et c'est là où je me suis formé à la biologie moléculaire. Et depuis ce moment-là, je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir à ces toutes premières amours sur le parasite, sur le développement, sur la chimie du développement. Et comme vous le voyez, verrez dans une minute, en fait, je suis très vite passé à la neuroscience et à la chimie du cerveau. Et en ce qui concerne, là encore, des théories aussi anciennes peut-être que l'humanité, si j'ose dire, et la philosophie grecque, au départ, Platon, d'une part, pour qui l'esprit et l'âme est séparé du corps, et d'autre part, des philosophes comme Démocrite, d'Abdère, pour qui l'âme et le corps ne font qu'un. Et également, cette thèse a été défendue par Baruch Spinoza, et il est allé même plus avant que cela en disant
que les hommes jugent des choses suivant la disposition de leur cerveau. Voilà une proposition d'un philosophe qui ne peut que plaire aux biologistes que je suis. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'effectivement le monisme a toute sa raison d'être et apporter des arguments en faveur de cette thèse qui, encore une fois, est aussi ancienne que la thèse dualiste et qui, d'autre part, lorsqu'on regarde les philosophies orientales, le dualisme n'est pas compris par nos collègues japonais ou chinois. J'ai mis un temps fou pour faire comprendre à mes postdocs japonais ce que les gens entendaient par âme ou esprit. C'est-à-dire que pour eux, tout ça c'est la physiologie cérébrale dans la tradition bouddhiste et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Alors, ça c'est le point de vue philosophique qui va nous orienter un petit peu dans notre réflexion. L'autre aspect auquel je tiens énormément, c'est évidemment les incidences des travaux sur le cerveau, sur le plan médical. Et ce qui est parfois oublié, c'est que dans les pays européens, par exemple, il y a environ 165 millions de personnes qui souffrent d'une maladie du cerveau. Et un coût estimé en 2010, certainement beaucoup plus que ça, ça devrait être maintenant de l'ordre de plus de 1000 milliards, en tout cas, d'euros, une somme très très élevée, et à peu près 38% de la population totale des pays européens souffrent de troubles. Depuis évidemment une dépression mineure jusqu'à la maladie d'Alzheimer qui, comme vous savez, devient de plus en plus fréquente du fait de la prolongation de la durée de vie. Donc je pense que les maladies du cerveau constituent une priorité qui n'est pas respectée sur le plan budgétaire, ça c'est sûr, et peut-être Albert ne suivra pas. Les gens préfèrent retourner sur la Lune que de traiter l'Alzheimer, mais je pense qu'on peut faire les deux, mais à condition que la recherche sur le cerveau puisse être poursuivie et menée à bien. Non seulement comprendre le cerveau, sa chimie, donc, mais aussi la pharmacologie, les drogues, et bien entendu, ce qui nous intéresse tous, la conception de nouveaux médicaments qui actuellement est entre les mains de sociétés pharmaceutiques qui elles-mêmes font peu de recherche et sont surtout des banquiers essayant de faire le maximum de profit sur la santé des êtres humains. Donc je pense que se trouve dans une situation très difficile où peu de personnes comprennent l'importance de la recherche sur le cerveau, sa chimie, ses maladies. Alors, qu'est-ce que c'est que le cerveau? Voilà une très jolie image de Laurey et Gratiolet dans les années 1840-50. Et ce cerveau, si vous avez le nouveau-né et l'adulte sur les faces, est constitué de cellules qu'on appelle des neurones, et il y en a à peu près 86 milliards, essentiellement dans le cortex cérébral, et plus encore si on prend le cerveau dans son ensemble. Et ces neurones, comme vous verrez dans une seconde, forment un réseau d'une extraordinaire complexité, et où il y a approximativement 1 million de milliards de contacts qui s'effectuent entre ces cellules nerveuses. Donc, je me permets de le dire, que peut-être que Albert me contredira, que c'est l'objet physique le plus complexe qui existe, connu actuellement dans le monde, et qu'on est encore loin de déchiffrer cette complexité.
il y a des méthodes pour l'aborder, évidemment, je parlerai dans une minute des méthodes anatomiques, mais là c'est les dernières méthodes qui sont utilisées, l'imagerie cérébrale, grâce à la physique. Là, il faut rendre hommage à qui de droit, par résonance magnétique qui suit l'activité cérébrale. Et comme vous voyez ici, vous avez des images lorsque le sujet entend des mots, là lorsqu'il les lit, donc ça c'est audition, vision, lorsqu'il les dit et lorsqu'il les pense. Vous voyez, c'est une extraordinaire illustration de l'intérêt de ces méthodes d'imagerie qui se développent. La résolution ici n'est pas une très haute, comme vous voyez, c'est la taille du cerveau, c'est l'ordre du millimètre ou du centimètre, mais évidemment les choses vont s'améliorant avec le développement de la technologie. Et il y a une autre méthode qui est très classique, qui date des années 30, qui est l'électroencéphalographie. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. S'ils ont des problèmes dans la tête, la première des choses qu'on va faire à l'hôpital, c'est de leur faire une électroencéphalographie, avec des électrodes d'enregistrement qui permettent d'avoir un état d'activité global. Hein. C'est pas au niveau cellulaire. Donc, vous voyez, on peut distinguer le sujet qui est éveillé, celui qui s'endort, celui qui rêve. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez à ce moment, mais j'espère pas dans le cas de sommeil lent ni de mort cérébrale. Mais on peut accepter encore que vous rêviez un sommeil léger. Bon, donc tout ça simplement pour dire qu'on peut par des mesures simplement de potentiel électrique très très élémentaire et à la surface du crâne cutané, donc arriver à avoir des informations très précieuses sur, disons-le ici, les états de conscience du sujet. Alors, question posée, d'où vient cette électricité en quelque sorte? Ben, cette électricité, elle vient des cellules nerveuses, des centaines de milliards de neurones, et ici c'est une activité élémentaire au niveau d'une seule cellule ou d'un seul prolongement axonal, et c'était démontré déjà en 1952 par Rochkin-Effet qu'on peut réduire, j'emploie le terme réduire, cette onde qui se propage à une vitesse inférieure à la vitesse du son, à des transports transmembranaires d'un ion sodium ou d'un ion potassium. Donc la forme de l'influx nerveux est due à ces deux modes de transfert, le potassium inhibant, le sodium activant. Donc voilà le signal nerveux qui est quasiment universel dans tout le système nerveux de l'homme lui-même, mais aussi chez des espèces animales, jusqu'à l'hydre d'eau douce, mais aussi l'enterré, qui ont un système nerveux qui fonctionne assez régulièrement et de manière fiable. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que notre cerveau est le siège de systèmes de communication à grande vitesse, mais finalement pas si grande que ça, puisque c'est inférieur à la vitesse du son, et évidemment différente de celle de la lumière, qui est à 300 000 km par seconde. Alors, je discutais avec un ami mathématicien, un code, et je lui dis, pourquoi il pose la question, pourquoi les êtres vivants n'utilisent pas la lumière comme système de signalisation dans leur cerveau. Pour lui, il disait, disons que si il y avait une superpuissance intelligente qui gouverne l'évolution, c'est la première des choses à laquelle elle aurait dû penser. Mais eh bien non, ce n'est pas le cas. Et en fait, notre cerveau est très lent.
si j'ose dire. Et néanmoins, il ne fonctionne pas trop mal, mais il est lent. Et comparé à nos ordinateurs, donc si on est toujours plus performant que les ordinateurs, c'est pas par la vitesse, mais c'est par la manière dont les circuits sont établis dans notre cerveau. Donc la raison d'être, c'est que, comme je le dirai dans une minute, la plupart des molécules qui interviennent dans l'influx nerveux, qui sont des canaux ioniques, qui sont des protéines membranaires, elles existent déjà chez les cyanotérés. Et elles se sont maintenues parce qu'elles sont fonctionnelles, ça marche bien. Et donc nous héritons en quelque sorte dans notre système nerveux de mécanismes moléculaires qui ont été sélectionnés très tôt dans l'évolution. Et une méduse, comme vous pouvez le voir, n'a pas besoin de fonctionner à la vitesse de la lumière. Bon, elle fonctionne à sa vitesse et c'est pour ça que notre cerveau est si lent, parce que nous utilisons des propriétés moléculaires qui ont été sélectionnées bien avant notre cerveau. Donc, les cellules nerveuses se caractérisent, les neurones, par le fait qu'ils ont de multiples arborisations, qu'on appelle dendrites et axones, et que ces arborisations forment ce million de milliards de connexions dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons donc affaire à un réseau. Alors à l'époque où ces dessins ont été faits par Santiago Ramón y Cajal, le célèbre anatomiste espagnol, deux théories se trouvaient en opposition. Une selon laquelle le réseau était continu, c'était celle de Golgi qui a découvert cette méthode de coloration noire. Et Golgi pensait que le réseau était continu. Et pourquoi? Parce qu'il pensait que l'âme, lui était un peu dualiste sur les bords, pouvait circuler plus facilement, puisque d'un neurone à l'autre, il n'y a pas de barrière. Et Ramón y Cajal, qui lui était un pragmatique sans limite, qui se fiait à ses observations, a dit je suis navré, mais le réseau est discontinu. Et ça, il l'a démontré à l'époque par des arguments de type histologique, mais maintenant, comme vous le voyez ici, on peut le voir directement par la microscopie électronique. Ici, c'est le contact entre une terminaison nerveuse, d'une part, et la cellule qui suit, qui est un autre neurone ou une cellule musculaire, si on parle du mouvement. Et vous voyez qu'il existe une distance de l'ordre du dixième de micron entre ces deux membranes. Donc, le réseau nerveux est un réseau discontinu. Je pense que c'est une notion qui doit être prise en considération très sérieusement, parce que beaucoup des réseaux artificiels qui sont faits par nos amis informaticiens, d'une part, propagent des signaux électriques à la vitesse du son, à la vitesse de la lumière, excusez-moi, et d'autre part, il n'y a pas ces barrières qui existent entre transistors, etc., comme celles qu'on trouve dans notre cerveau. Alors, quel est, pour le chimiste que nous sommes, j'espère, l'intérêt? C'est que, ici, l'influx nerveux circule, là aussi, puis quand il arrive au niveau de la terminaison nerveuse, eh bien, vous voyez, ces vésicules contiennent une substance chimique qu'on appelle un neurotransmetteur, qui lui-même est libéré dans cet espace et va se fixer sur la membrane de l'autre côté de cet espace qui sépare les deux membranes au niveau de la synapse. Donc, la communication chimique prend le relais de la communication électrique. Alors, depuis des années, je discute beaucoup avec des informaticiens au niveau du Human Brain Programme, et ils me disent, mais à quoi bon mettre de la chimie là-dedans, ça ne sert à rien. Je dis, sauf que tous les médicaments, c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, en fait, ce sont des molécules chimiques qui agissent sur d'autres molécules chimiques. Donc, si on ne prend pas en compte la chimie du cerveau, on perd
disons, une partie fondamentale de la connaissance sur le cerveau. Alors, ces neurotransmetteurs, voilà quelques formules: l'acétylcholine, la norépinéphrine, la sérotonine, le glutamate et l'aspartate sont des excitateurs, c'est-à-dire qu'ils ouvrent des canaux à travers lesquels le sodium peut passer, le potassium, et par contre d'autres, comme l'acide gamma-aminobutyrique, sont inhibiteurs, en ce sens que c'est des molécules de chlore chargées négativement qui traversent la membrane lorsqu'ils sont présents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en quelque sorte une dialectique, si j'ose dire, entre signalisation électrique, signalisation chimique, et même au niveau de la signalisation chimique, il y a une dialectique entre excitation et inhibition. Et vous voyez que ça enrichit énormément le répertoire des possibilités de communication qui existent dans notre cerveau. Alors, ce qui est important, c'est non seulement l'existence de ces neurotransmetteurs, donc nos cerveaux sont bourrés de neurotransmetteurs. Ça, il faut bien voir ça, c'est une extraordinaire richesse. Mais où et comment agissent-ils? Alors ça, c'est... j'ai passé, si j'ose dire, ma vie, elle n'est pas terminée, mais enfin, disons qu'une bonne partie, au moins, à essayer de comprendre comment agissent les neurotransmetteurs. Et il a fallu beaucoup d'années pour y arriver. Parce que dès 1905, c'est-à-dire au moment où on commençait à comprendre ce qu'était un neuromédiateur ou un neurotransmetteur, pour les riches, mais surtout John Newport l'anglais, on proposait qu'en fait, en étudiant la nicotine et le curare, on pouvait montrer que, par exemple, voilà, une poule anesthésiée ou curarisée, et ici, une poule où on a injecté la nicotine, vous voyez qu'elle se réveille en quelque sorte, elle se contracte, alors que là, elle est complètement affaissée. Et donc, il a proposé qu'il y avait une substance chimique, qu'il a appelée une substance réceptrice, qui reconnaît la nicotine et qui entraîne une excitation avec la nicotine, et le curare qui bloque l'effet. C'est le curare, le poison des flèches des Indiens d'Amérique, qui antagonise l'effet de la nicotine, qui paralyse donc, et il a proposé que cette substance réceptrice, ce récepteur, est localisé sous la terminaison nerveuse. Donc c'est la première formulation du concept de récepteur, et je pense que dans notre discipline, aussi bien la biologie que la neuroscience, la notion de modèle est essentielle, comme elle est en physique, et que cette notion est un stimulus intellectuel extrêmement puissant. Donc, pendant des années, on a essayé d'isoler le récepteur, et ce qu'on a fait pendant ces années-là, c'est-à-dire jusqu'aux années 70, c'est mesurer les propriétés électriques, et là, par exemple, montrer comment, en injectant de l'acétylcholine, on peut créer une onde dépolarisante qui est bloquée par le curare. C'est Bernard Katz qui est montré ici, qui a été un des pionniers avec Eccles pour montrer, comme je le disais, l'excitation et ici l'inhibition avec certains neurotransmetteurs, excitation acétylcholine, sodium, potassium, inhibition, GABA et canochlore. Donc voilà ce qu'on pouvait à l'époque dire de ces récepteurs. Il y a une substance qui est là, on ne sait pas ce que c'est. Il a fallu donc près de 65 ans pour qu'on puisse identifier une molécule de récepteur. Et ça a été fait grâce à la zoologie, comme vous allez voir, et la connaissance de deux organismes
l'un et l'autre. D'une part, la torpille ou le poisson électrique, Ectrophorus electricus, ça c'est un poisson d'eau douce qui se trouve dans l'Amazone, et la torpille, on en trouve ici, sur les côtes méditerranéennes, Atlantique et Pacifique. Et ces deux poissons possèdent la propriété, comme vous voyez là, d'avoir un organe électrique qui lui-même est extrêmement riche en matériel synaptique, et travailler avec 1 kilogramme d'organe électrique, c'est comme travailler avec une seule synapse qui pèserait 1 kilogramme. Il y a une énorme amplification qui a lieu et qui permet donc d'offrir un tissu extraordinairement riche en matériel synaptique et donc en récepteurs. Et on peut, à partir de cellules individuelles disséquées sur l'organe électrique, mesurer la pharmacologie de ces cellules, en même temps, bien entendu, qu'on va pouvoir faire la biochimie. Et j'ai pris contact avec la torpille à la fois par l'observation et en même temps par des chocs électriques que j'ai pu recevoir à Arcachon avant de venir ici. Et on en trouve évidemment à Banyuls, à Naples, sur la côte méditerranéenne. Donc la solution qui m'est apparue essentielle, c'est non seulement travailler sur l'organe électrique, mais de trouver le moyen d'étiqueter le récepteur, lui trouver une étiquette. Et en l'étiquetant, donc de le sortir d'un milieu complexe et très hétérogène. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer un collègue qui tenait beaucoup à me voir, à l'Institut Pasteur, qui est venu me voir, qui s'appelait Shen Yuangli, qui était un spécialiste des venins de serpent. Et Shen Yuangli m'a fait part de l'existence de toxines purifiées de venins de serpent. Et il m'a dit, ben voilà, il y en a quelques-unes qui bloquent la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire la propagation de l'influx nerveux au niveau du récepteur de l'acétylcholine, puisque j'ai l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur de la jonction nerveuse. Après, il m'a dit, bah, j'ai ces molécules, et je lui ai dit, bah, est-ce que moi ça m'a tout de suite frappé, je me suis dit, ça y est, ça me faisait penser à Pasteur, la toxine diphtérique et tous les travaux qu'ils ont fait, Pasteur lui-même et son équipe. Et donc, il m'a dit, ben, je vous donne 10 mg de toxine de venin de serpent. Et le lendemain, on essayait sur l'électroplaque, on essayait sur les préparations in vitro, et c'est avéré être un extraordinaire marqueur du récepteur de l'acétylcholine. Et donc, ça c'était en 1970 qu'on a fait ensemble. Et ensuite, nous avons pu au laboratoire purifier ces récepteurs. Et ça, c'est la première image d'un récepteur historiquement publié dans la littérature. Et ici, c'est la membrane postsynaptique. Je vous ai montré la pré et la post. Pré où il y a les vésicules qui libèrent la acétylcholine et la post. Et vous voyez cette molécule ici, avec plus ou moins 5 sous-unités, et l'extraordinaire densité des molécules de récepteurs sous la terminaison nerveuse. Et voilà une image récente par diffraction de rayonnement X, et reconstitution du récepteur de l'acétylcholine. Et ici, c'est le cas de alpha-7, c'est pas donc une cristallisation directe, mais c'est inféré par un autre variante du récepteur nicotinique. Et vous voyez ici en rosé le site qui reconnaît le récepteur,
et là le canal ionique qui traverse la membrane. Alors ce qui est intéressant ici, puisque je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent à la phylogénèse et à l'évolution, c'est comme je le disais tout à l'heure, les premiers récepteurs à être cristallisés et étudiés par diffraction de rayons X sont des récepteurs bactériens. Et ça a été suivi par des récepteurs du cerveau de l'homme, et l'analogie est extraordinairement grande, pas tellement dans la séquence, mais dans l'organisation tridimensionnelle de la molécule. Donc, non seulement au niveau de la propagation de l'influx, mais au niveau des récepteurs, nous avons dans notre cerveau des molécules qui ont plusieurs milliards d'années. Donc, même si notre cerveau est récent, ce qui constitue la chimie de notre cerveau ne l'est pas du tout, et au contraire, extraordinairement ancienne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces récepteurs peuvent exister sur des conformations. Vous voyez ici une conformation fermée, une conformation active, fermée, active, ouverte, le canal est ouvert. Et donc, on a une transition moléculaire concertée qui permet en quelque sorte la traduction du signal chimique en signal électrique, puisque les sites récepteurs, vous voyez, sont dans le domaine extracellulaire et le canal ionique dans le domaine transmembranaire. Donc nous avons pu contribuer à l'identification de ces changements conformationnels qui sont en accord d'ailleurs avec une théorie que j'avais proposée avec Jacques Monod, qui est celle des protéines allostériques, pour ceux qui sont un peu familiers avec le domaine. Donc on a affaire à des commutateurs qui sont maintenant connus parfaitement sur le plan moléculaire et qui confirment l'idée qu'on a affaire à un cerveau qui est vraiment, non seulement par ses neurotransmetteurs, mais par ses récepteurs, une vraie machine chimique. Alors voilà, il ne faudrait pas croire que ce n'est que des récepteurs et des neurotransmetteurs. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un emboîtement de structures dans l'organisation de notre cerveau, le niveau moléculaire, le niveau synaptique, puis le niveau des neurones et des réseaux de neurones. Donc, il y a en quelque sorte un emboîtement de plusieurs niveaux d'organisation dans notre cerveau, avec néanmoins un contrôle chimique du bas jusqu'en haut et du haut jusqu'en bas. En ce sens que, globalement, il peut y avoir des neurotransmetteurs. Quand vous êtes, par exemple, le stress, c'est très caractéristique, c'est une émotion, etc., globale qui agit éventuellement de haut en bas. Et en même temps, il y a, comme dans le cas du récepteur de l'acétylcholine et autres, des récepteurs qui fonctionnent de bas en haut, et de la jonction neuromusculaire jusqu'à nos fonctions cognitives, qui font qu'il ne faut pas avoir une vision trop simpliste de cette machine chimique, même si c'est une machine chimique. Elle possède évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à l'organisation neuronale et synaptique, une complexité extraordinaire. Alors juste pour poursuivre dans cette idée, on peut se demander, sur un exemple précis qui m'intéresse personnellement, vu que avec mon épouse nous intéressons à l'art et au tableau, essayer de voir si on peut dire quelque chose sur disons, la perception et la compréhension du tableau. Évidemment, encore une fois, je risque de vous décevoir, on n'est pas encore très loin, mais on a fait des progrès. Alors ici, bon, vous reconnaissez Chauvet, et la physique de l'œuvre, bon, c'est une distribution de lignes de couleurs qui réfléchissent d'une manière différentielle des longueurs d'onde de différentes valeurs. Et donc, il y a émission sélective de lumière suite à la réflexion sur le tableau qui va agir sur des récepteurs qui se trouvent dans la rétine. Et là, c'est intéressant, c'est que il peut y avoir l'effet
fait un seul photon sur un récepteur, comme on trouve dans nos cônes ou les bâtonnets, et là, créer une transition allostérique, que vous voyez ici, qui va permettre, dans cette commutation, de transformer le signal lumineux en signal électrique et chimique au niveau de la cellule réceptrice. Là, c'est le niveau moléculaire. Et donc, la rétine va en quelque sorte lire, si j'ose dire, en termes neuronaux, l'œuvre d'art. Et voilà, par exemple, ce qui a pu être enregistré lorsqu'on présente un stimulus qui est pas très intéressant, mais enfin qui est quand même une forme caractéristique ici. Et bien voilà, si on enregistre l'activité neuronale par une méthode qui laisse des traces noires quand les neurones sont actifs, vous voyez qu'on retrouve une image du stimulus visuel au niveau du cortex visuel primaire, c'est-à-dire la première étape d'entrée de l'information visuelle dans notre cerveau. Alors on voit un autre cas avec des bandes parallèles et vous voyez qu'on retrouve ces bandes parallèles dans l'activité des neurones du cortex visuel, dont il y a une sorte d'internalisation des images venant du monde extérieur, avec une conservation de la forme, ce qu'on appelle un isomorphisme, qui va évidemment progressivement se modifier lorsqu'on montre dans le cortex cérébral. Et voilà une assez amusante image de Burkhalter qui montre l'ensemble des aires visuelles qui interviennent dans la vision de la Joconde et la multiplicité des aires visuelles qui interviennent dans la perception de la forme, la couleur, le contraste, que sais-je. Et ce très beau tableau de Philippe de Champaigne, qui est au musée de Rennes, montre l'intérêt de l'artiste pour le visage et pour les mains. C'est vraiment, et d'ailleurs qu'il tente de reproduire encore le visage ici. Et si on enregistre dans le cerveau du singe, mais c'est évidemment semblable à ce qu'on voit chez l'homme, mais là on peut faire des enregistrements directement dans le cortex temporal du singe. Vous voyez qu'on peut distinguer le visage vu de face ou de profil, ou les mains avec 5 doigts, et quand on enlève les doigts, le neurone ne répond plus. Donc, avec cette analyse progressive au niveau des territoires que je vous ai montré dans le système visuel, on arrive à une spécialisation de neurones qui peuvent les uns participer à la reconnaissance du visage, l'autre à la reconnaissance du main, et bien d'autres critères, évidemment, qui, si vous voulez, correspondent aussi, en quelque sorte, à la diversité de nos connaissances, puisque les connaissances, c'est ce que nous avons d'emmagasiné dans notre cerveau, l'information qui nous vient du monde extérieur, et aussi, pour certains, d'origine évolutive et génétique. Donc, ça, c'est juste pour illustrer cette œuvre. C'est une diapo qui est un peu compliquée, mais je vous ai montré tout à l'heure les aires visuelles avec la Joconde, mais l'analyse se poursuit au niveau du cortex temporal ici, et pour la perception du mouvement, la profondeur, l'organisation spatiale, fond-figure, et puis ici la reconnaissance des objets. Je vous ai montré les mains et les visages, la perception des couleurs, etc. Donc vous voyez que ça c'est un cerveau de singe ici, et il y a une voie dorsale, une voie ventrale qui participe à l'analyse de cette image.
Et finalement, il y a une resynthèse qui va se faire de tout ça, puisque nous avons subjectivement une perception unique, évidemment, de l'œuvre. Donc il y a non seulement une analyse, mais une reconstruction qui se produit dans notre cerveau, avec en même temps, dans la reconnaissance des visages, celle des émotions, donc une sorte de synthèse à la fois cognitive et émotionnelle de ce qui est représenté sur le tableau, et arriver ainsi à aller, si j'ose dire, de l'image rétinienne isomorphe que vous avez vu tout à l'heure, après ces multiples transformations, dissection et resynthèse, l'accès à la conscience. Alors là, ça pose une question, évidemment, est-ce que l'on peut avoir accès à la conscience par les méthodes, et suivre l'accès à la conscience par les méthodes de l'électrophysiologie et de l'imagerie cérébrale, etc. Alors là, vous avez tous reconnu quoi, un homme ou une femme? Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est une femme, non? Oui, une femme, ça. Mais c'est aussi, ça, c'est un œil et un nez, hein, il parle. Oui. Donc vous voyez que c'est une image ambiguë de Salvador Dali, justement faite pour montrer que si vous regardez ce tableau, vous ne voyez qu'une seule chose à la fois, vous ne voyez pas les deux. On passe de l'homme à la femme spontanément, mais on ne l'a pas à la fois. Donc ça veut dire qu'il y a des prises de conscience qui se font lorsque le sujet regarde ce tableau, et le peintre évidemment a tout fait pour créer cette illusion chez le spectateur. Alors l'idée que j'ai proposée avec Stanislas Dehaene, qui semble avoir un certain succès ces temps-ci, c'est que il a maintenant 20 ans, et que en fait, pour qu'il y ait accès à la conscience, il faut avoir accès à un espace physique unique dans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, la perception globale du tableau peut avoir lieu. Là, il y a des étapes qui permettent d'assembler, d'analyser, de réassembler les éléments, mais en fait, quand je vous vois, je vois une salle. Et non seulement je vois une salle, mais j'entends ce que je vous dis et je fais appel à ma mémoire quand je vous parle. Donc il y a un espace conscient global qui existe dans notre cerveau. Un espace physique, bien entendu. Alors qu'est-ce que ça peut être? L'idée la plus simple, c'est que il faut qu'on réunisse diverses parties du cerveau ensemble. Et la manière la plus simple, c'est d'avoir des neurones qui ont des axones longs et qui permettent d'interconnecter différents territoires du cerveau. Donc c'est ce que nous avons appelé l'espace de travail neuronal conscient, Global Neuronal Workspace. Et ça, c'est une image de Caral qui montre l'existence de ces neurones, axones longs. Et ça, c'est un dessin pris dans le livre de Desgerine, que j'ai eu la chance d'acheter, qui est daté de 1895 et qui montre à quel point la substance blanche que vous connaissez est développée dans le cerveau de l'homme. Et là, vous voyez déjà chez le macaque le type de réseau de connexion à longue distance. Donc notre idée, c'est que l'espace de travail conscient est constitué par une espèce de réseau interconnecté dans lequel un type d'activité apparaît qu'on appelait ignition, embrasement en quelque sorte, et qui permet d'avoir en fait, à partir de multiples territoires du cerveau, une propriété globale qui a accès à la conscience, comme dans le cas de la figure de Salvador Dali que vous aviez pu voir. Alors voilà justement
ces dispositions longues, ces connexions longues, qui ont été obtenues par RMN de diffusion. Et vous voyez que ça reprend tout à fait le travail de Desjrine qui, en 895, avait déjà fait une description extraordinairement précise de cette connectivité à longue distance. Alors maintenant, comment essayer de mettre ces idées à l'épreuve? D'une part, il faut des tests ou des tâches, et d'autre part, essayer de les mettre en relation avec l'anatomie du cerveau. Or, la tâche qui est utilisée par Stanislas Dehaene, qui a été mon élève pendant plus de 20 ans, 30 même, c'était de soumettre le sujet à une succession de flashs sur un écran, une image complexe, rien, le mot lion, rien, une image complexe, ou un masque comme on dit. Voilà. Alors quand, et vous voyez dans des échelles de temps qui sont de l'ordre de 70 millisecondes. Donc lorsque le mot lion est séparé par deux espaces de temps de 71 millisecondes, on demande au sujet qu'est-ce que tu vois, il dit je vois lion. Maintenant, si vous voyez, on inverse les slides et qu'on met le mot note entouré par des masques, ici, on demande au sujet est-ce que tu vois quelque chose, il dit oh, non, je vois rien. Donc, avec le même dispositif et suivant les conditions de stimulation, on peut avoir un stimulus conscient et un stimulus non conscient. Et voilà les résultats de l'imagerie, et vous voyez que quand le sujet voit le mot, il y a une multiplicité de territoires, et entre autres ici, qui sont stimulés, et quand les mots sont invisibles, il y en a beaucoup moins. Même chose pour un son détecté et non détecté. Donc, c'est juste pour illustrer le type de recherche qui est actuellement en cours, d'essayer de comprendre comment fonctionne notre espace de travail neuronal conscient, sachant que les méthodes que nous avons doivent d'une part faire appel à des tâches cognitives bien définies, comme ici ce qu'on appelle le masquage, d'autre part des méthodes d'enregistrement variées, dont l'imagerie, dont l'électroencéphalographie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent de montrer qu'il y a différents circuits neuronaux et entre autres cette connectivité à longue distance qui est surtout abondante au niveau du cortex préfrontal, qui est ici, qui se développe tout particulièrement chez les vertébrés inférieurs et chez l'homme. Alors évidemment, il y a un autre cas que vous avez tous pu subir, j'imagine, une fois dans votre vie au moins, c'est l'anesthésie générale. Il faut dire que ça n'y paraît pas, mais c'est un progrès récent de la pharmacologie du cerveau, parce qu'au temps des armées de Napoléon, tous les blessés, les amputations se faisaient en coupant sur le vif. Il donnait un peu d'alcool pour atténuer les effets, et c'était pire parce que l'alcool crée des hémorragies, des vasodilatateurs, et les gens étaient là. Donc vous voyez quand même l'incroyable portée de la recherche sur la pharmacologie du cerveau pour le sujet actuel qui rentre à l'hôpital, qui va se faire opérer. On lui coupe, même pour l'appendicite, obligé de lui faire une section, etc., musculaire, donc c'est souffrance, donc anesthésie générale. Et d'ailleurs, à certains égards, comme vous voyez ici, il y a des points communs entre la perte de conscience due à l'anesthésie et ce que l'on trouve au cours du sommeil. C'est juste une analogie un peu superficielle, mais enfin qui montre que on peut obtenir des paramètres objectifs
de la perte de conscience due à l'anesthésie générale. Alors, il existe donc ce qu'on peut appeler des médicaments de la conscience. Alors, j'ai cité les anesthésiques généraux. Je mentionne le propofol. Nous verrons pourquoi dans une minute. Vous avez aussi d'autres médicaments qui ont un effet sédatif, anxiolytique et myorelaxant que vous connaissez tous, parce que je pense que malheureusement vous en avez tous pris. Sont des benzodiazépines, comme ces divers médicaments qu'on prend pour dormir ou pour se relaxer. Et également les barbiturates, que vous voyez ici. Et fait partie d'une liste qui est très large. Et vous voyez tout de suite que tant pour l'anesthésie générale, c'est évident que pour les utilisant les somnifères, les antipsychotiques chez les malades mentaux, nous avons un arsenal de substances chimiques qui est prodigieux et qui permet quand même de soulager les souffrances ou de les éviter, l'anesthésie générale étant le plus clair. Alors, on connaît par exemple ici le site d'action d'anesthésie générale. Vous vous rappelez la molécule récepteur, nicotinique, l'acide récepteur du GABA, le segment extrasynaptique, le segment transmembranaire, et voilà, c'est là que se loge la molécule d'anesthésie générale qui crée un blocage ou une potentiation allostérique entre ce site dans la membrane et le site du neurotransmetteur. Et là, même pour l'éthanol, aussi, on se retrouve dans cette même région. Donc, on arrive à connaître non seulement les sites de liaison, mais le mécanisme d'action au niveau moléculaire sur cette transition conformationnelle que j'ai évoquée tout à l'heure à propos du récepteur qui permet de transduire le signal chimique en signal électrique, rappelez-vous. Et bien on arrive à comprendre le rôle de ces médicaments et aussi évidemment d'en créer de nouveaux. Et on va même jusqu'à comprendre l'addiction, entre autres à la cocaïne. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais du cortex préfrontal. Voilà, chez le sujet éveillé, le cortex préfrontal est très actif. Et chez le sujet qui est devenu dépendant à la cocaïne, qu'est-ce qu'on voit? Une chute d'activité. C'est-à-dire qu'il y a une perte de contrôle. Le sujet qui est sous l'emprise de la drogue ne peut plus contrôler sa consommation de drogue. Alors c'est là où je pense qu'il faut comprendre que c'est une maladie du cerveau. Alors quand on punit avec le consommateur de drogue avec des centaines d'euros, bon, est-ce que c'est la méthode qu'il faut suivre? Peut-être je ne dis pas qu'il ne faut pas la suivre. Et je pense que le vrai problème pour nous, c'est de comprendre pourquoi, en particulier les jeunes, et même les adultes, deviennent dépendants des drogues. Quand vous regardez la crise des opiacés aux États-Unis, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes par an qui ont été perdues par surdose. Et évidemment, il y a un aspect de relation de l'individu avec la société, avec le groupe social, avec l'activité économique, etc., qui est évidemment crucial dans la compréhension de cette addiction. Et évidemment, il faut informer, il faut suivre, traiter les patients qui consomment des drogues et essayer de les libérer de cette emprise qui est extrêmement lourde et, comme vous voyez ici, ancrée dans l'organisation du cerveau. Et
Vous savez que Marilyn Monroe est morte d'une surdose de barbiturates et Michael Jackson, je vais vous montrer la formule du propofol tout à l'heure, il prenait, comme il n'arrivait pas à dormir, il demandait à son médecin de lui injecter un anesthésique général, ce qui est extrêmement dangereux. Et il prenait donc un anesthésique général pour dormir, et je ne sais pas ce que son médecin a fait, ou lui-même s'est injecté cette dose pour dormir, et il en est mort. Et je terminerai maintenant, dans les 5 minutes qui me restent, par un point très important qui est souvent cité dans les sciences humaines comme étant en quelque sorte une objection à une vision neurobiologiste et encore plus chimique du cerveau. C'est la singularité culturelle des êtres humains à travers la planète. Et il est évident pour tout le monde qu'avec la distribution géographique à l'est ou à l'ouest, au nord, au sud, des populations humaines se sont différenciées, semble-t-il, après la découverte du feu chez l'Homo erectus, parce que les hommes se rassemblaient autour du feu et commençaient à parler entre eux, et que se sont développés des dialectes et des langues différentes en Extrême-Orient, en Europe, et en même temps, évidemment, toute une culture religieuse, évidemment, qui est éminemment variable d'une partie du globe à l'autre, et des traditions qui sont inscrites, comme le christianisme, ou le confucianisme, ou le bouddhisme, dans d'autres régions du monde. Donc, il y a un véritable relativisme, si vous voulez, culturel, qu'il faut prendre en considération, et on a un peu l'impression que ça échappe à tout ce que je viens de vous dire. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que, et ça sera en soi un exposé indépendant, si on étudie la relation entre gènes et organisation connexionnelle, eh bien, on se rend compte qu'il y a très très peu de gènes qui ont changé depuis l'Homo erectus, je parlais, à l'Homo sapiens, et puis même le chimpanzé jusqu'à l'Homo sapiens, mais par contre que l'organisation connexionnelle, elle s'est très développée. En fait, il y a des gènes de régulation qui interviennent en petit nombre et qui ont contribué à cette organisation du cerveau. Mais en ayant peu de gènes disponibles, on s'attend à ce qu'il y ait une variabilité. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée que Sidney Brenner laissait croire avec le cénorhabditis, notre système nerveux n'est pas un nombre fixe, unique de neurones avec un nombre de connexions extrêmement bien établies. C'est pas comme un ordinateur. Et le cerveau de l'homme ne se compare pas à des ordinateurs successifs qui sont entre vos mains. Il y a une empreinte de l'environnement dans notre cerveau, et la thèse que j'ai proposée il y a bien des années avec Philippe Courrèges et Antoine Danchin, c'est qu'en fait, au cours du développement de la synapse, les choses ne sont pas connectées comme des circuits imprimés qu'on trouve dans nos ordinateurs, mais que les contacts se forment progressivement. Voilà, et qu'il y aurait donc des étapes de sélection de synapses par l'activité électrique qui stabiliserait les ensembles de synapses. Donc, au cours du développement, entre autres du développement postnatal, et la culture se développe justement de manière postnatale, au cours du développement postnatal, l'enfant progressivement apprend le langage parlé, puis le langage écrit, les règles de morale, le civisme,
s'il l'apprend, quand il devient adulte, etc. Donc il y a tout un emboîtement, là aussi, non seulement de niveau d'organisation, bien entendu, le développement du cerveau, mais de la connectivité qui est variable, et c'est une variabilité darwinienne, si on peut dire, mais épigénétique, c'est-à-dire qui n'implique pas d'activité génique particulière, sinon une enveloppe génétique générale, et qui va permettre de comprendre comment l'environnement peut affecter l'organisation de notre cerveau. Alors ça, c'est en soi, comme je le disais, un chapitre entier des neurosciences qu'il faudrait reprendre. Je pourrais une autre fois en parler. Mais ce qui est important, c'est les circuits de l'écriture. Je ne parle pas de la religion, ni de la langue parlée, ni des règles morales, qui, encore une fois, alors, à la fois des fondements universels et des fondements qui varient. C'est une espèce de dialectique entre l'universalité de ce qui est propre à Homo sapiens et de la variabilité qui a lieu pendant le développement en relation avec l'interaction culturelle. Et un exemple qui est très maintenant bien connu, c'est celui de l'écriture, et où on compare le cerveau de quelqu'un qui sait lire et d'un illettré. Et vous voyez que les images du cortex préfrontal sont très modifiées. Ça a été confirmé par Stanislas Dehaene. Et il est clair que le cerveau d'un illettré n'est pas le même que celui d'une personne qui sait écrire. Et ça ne veut pas dire qu'il est illettré, il connaît moins de choses. C'est peut-être même le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, les dispositions spontanément mises en jeu lorsqu'on se situe dans un environnement complexe comme une forêt tropicale, ou au contraire difficile à analyser quand on est sur une banquise ou sur un espace glacé. Et bien ces dispositions particulières peuvent être mises en réserve sous forme d'empreinte dans le cerveau d'une culture particulière et le cerveau de personnes d'une autre culture. Donc il existe des processus de mise en mémoire culturelle et bien entendu de transmission sociale avec une importance très importante de l'éducation, bien entendu, ça va de soi, et aussi l'aspect laïcité, si je veux dire, c'est un sujet très sensible en ce moment, et tout ça simplement parce que le nouveau-né est laïque. Il n'appartient à aucune tradition religieuse particulière. Quand il naît, et c'est son environnement immédiat qui va créer une empreinte pour telle ou telle religion, que ce soit le christianisme, l'islam, le bouddhisme ou le confucianisme, au cours de son développement familial et à l'école. Donc il y a une transmission culturelle, évidemment, de génération en génération, et on réapprend, l'enfant réapprend à se familiariser à son environnement culturel. Et c'est la pédagogie qui est unique aux humains, et aussi au niveau des différentes cultures, comme la transmission culturelle du grec à l'arabe, comme ça s'est produit vers le Xe siècle, puis au latin, et certains textes de la philosophie grecque ancienne nous sont parvenus par les traductions arabes qui ont été faites en chemin. Donc, je pense qu'il est très important de savoir, c'est que la différence des variations culturelles que je viens de mentionner, eh bien, qu'on soit à Pékin, à New York, à Paris ou à Gif-sur-Yvette, la science est une. Il n'y en a qu'une. Il y a la science mathématique, il y a la physique, il y a la chimie et la biologie du cerveau. Et ici, je pense que, encore une fois, c'est un sujet qui pourrait être développé, qu'il y a une force de réconciliation, de mon point de vue,
dans le savoir scientifique. Et là, je vous ai montré deux exemples assez amusants de la Bibliothèque nationale, qui est une traduction arabe du De Materia Medica de Dioscoride, du XIIe siècle en Mésopotamie. Dioscoride, évidemment, n'est pas arabe. Et en dessous, un manuscrit écrit en hébreu, avec des arabesques d'influence arabe, des préceptes médicaux d'Ibn Sina, qui est Avicenne, et Hippocrate, à Bouddha. Donc, l'Espagne du XVe siècle avait réussi à faire cette synthèse très harmonieuse, à la fois des langues et des savoirs scientifiques, qui a malheureusement été perdue avec Isabelle la Catholique et ce qui a suivi et les persécutions qui ont été malheureusement ont complètement rompu cette harmonie qui existait à cette époque-là. Peut-être que c'est à nous de la reconstituer, justement. Et c'est à ça qu'il faut penser. C'est comment reprendre cette tradition universaliste qui est liée, mais pas exclusivement, évidemment, au savoir scientifique. Alors, je vous ai parlé du cerveau machine chimique, avec évidemment ces divers niveaux d'organisation qui s'interpénètrent en quelque sorte, et jusqu'aux fonctions cognitives, et c'est la pensée qu'on voit ici sur cette image. Et je pense qu'à tous ces niveaux, il y a de la chimie, et il y a des régulations par des protéines essentiellement réceptrices, mais autres également, qui nous permettent de comprendre, on commence à comprendre, la véritable nature de notre cerveau, qui n'est pas celle d'un ordinateur classique, comme j'ai essayé de vous le dire. Et développons ensemble la chimie du cerveau pour le bien de l'humanité, et c'est qui ça arrive qui aura le dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Changeux, cette conférence. Je suppose que vous avez des questions. Alors, j'ouvre le débat. Alors, je peux bien entendu répondre à des questions si vous en avez. Non. Oui, il y en a deux. Là-haut, pardon. J'ai peur. Alors, je ne vais pas passer le micro, mais je vais le tenir. Non. Je le tiens. Je le tiens. Oui, merci beaucoup, M. Changeux. Je suis Norbert Latruc de Dijon, professeur de biochimie. Vous n'était pas prévu dans votre conférence de parler de la neurodégénérescence en relation avec les drogues. Bon, je pense évidemment à Alzheimer, à Parkinson, sclérose en plaques, etc. Est-ce que vous imaginez des progrès plus ou moins long terme pour juguler ces neurodégénérescences liées à la vieillesse? C'est une excellente question. Je ne pouvais pas parler de tous les thèmes. J'aurais pu me concentrer sur Alzheimer et les maladies neurodégénératives, mais c'est un fait que beaucoup de maladies, pas toutes, de notre cerveau sont des maladies neurodégénératives. Et évidemment, il y a toute une pharmacologie qui est actuellement à l'étude des processus dégénératifs, par exemple au niveau des fibres intracellulaires qui se trouvent dans les axones et qui maintiennent la forme de l'axone et qui contribuent à son architecture en quelque sorte. Et c'est un champ en plein développement, et je dois dire que c'est ce qui fait la difficulté de trouver une médication de la maladie d'Alzheimer, c'est que
c'est une propriété qui est assez globale de la cellule nerveuse, d'entrer en dégénérescence, et il faut arrêter le processus. Et comment faire? Si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas une molécule qui permet de le faire. Et il faut dire que les sociétés pharmaceutiques se sont beaucoup penchées sur cette question, et tout ce qui a été fait a conduit à des échecs, et maintenant ça ne les intéresse plus. Comme je vous disais, c'est pas ils considèrent que ce n'est pas leur vocation, ils ne feront pas d'argent à court terme sur ce sujet. Et c'est à nous, scientifiques, et à nous, institutions, de faire en sorte que la recherche puisse se poursuivre et progresser. Et je pense que tôt ou tard, on trouvera une solution. Tôt ou tard. Une question ici. Merci pour cette question tout à fait pertinente. Une autre et l'autre question là. Je peux parler sans micro. Par rapport à nos jeunes qui, avant 15 ans, ont des heures et des heures devant l'ordinateur, donc... Attendez, je n'entends pas très bien. Pardon, excusez-moi. Je dis, la question est surtout par rapport à l'environnement pour les jeunes actuellement, qui bien avant 15 ans, des fois tout petits, 4-5 ans, sont devant l'ordinateur à faire, donc à jouer à leurs jeux pendant très longtemps, donc une forme d'addiction quelque part, me semble-t-il. Donc par rapport à ce que j'ai cru bien comprendre sur l'environnement qui peut modifier le cortex préfrontal, est-ce que effectivement, je voulais avoir votre avis et ce que vous préconisez? Non, moi je ne suis pas un éducateur, et je veux dire que je serais loin de vous faire une suggestion précise. Je voudrais juste vous citer une anecdote scientifique qui pourra vous intéresser. C'est-à-dire que les principaux problèmes de l'enfance, ce peuvent être des problèmes d'apprentissage au début, chez les tout jeunes, apprentissage de la lecture. Il y a des déficits qui sont connus, qui sont souvent d'origine génétique, comme la dyslexie, mais qui peuvent, par l'expérience et l'entraînement, être atténués, sinon disparaître. Donc il faut être très attentif dans la variabilité d'un enfant à l'autre, voir s'il n'y a pas, pour les tout jeunes, de déficit, en général inné, dans certaines performances, la vision, l'audition, déficits sensoriels et parfois même cognitifs. Et c'est très important de les identifier. Non pas du tout dans un but discriminatoire, contrairement à ce que certaines personnes veulent dire, mal intentionnées, je dirais, mais au contraire dans le but de les aider, de trouver des thérapeutiques, et de trouver les moyens de faire en sorte que les enfants puissent surmonter ces difficultés. Maintenant, il y a un autre aspect, et ça c'est l'anecdote que je voulais vous dire, c'est que quand on arrive à la puberté, on s'est rendu compte que le Global Neuronal Workspace, ou l'espace de travail conscient, se réorganise en profondeur, c'est-à-dire entre 13 et 15 ans. Et moi, je me rappelle ce passage, et dans cette transition, je me rappelle comme si c'était hier, ma réaction devant le monde des adultes que je découvrais, que je rejetais profondément. Profondément. Je ne pouvais pas accepter toutes ces compromissions que les adultes avaient avec l'argent, le bien et le mal, la relation à autrui, la discrimination, que sais-je. Je ne pouvais pas comprendre ça. Et je ne refusais à accepter ça. Et ça, simplement, c'est juste un indice. Il faut réapprendre. C'est-à-dire qu'au moment de la puberté, il faut apprendre à connaître le monde dans lequel nous vivons et hélas, accepter certains de ces travers qui sont multiples, très nombreux. Et donc,
je pense que, pour moi, la prise en charge des adolescents est un moment extrêmement critique dans l'éducation des enfants, comme l'est l'apprentissage de l'écriture. C'est aussi important. C'est non pas apprendre à utiliser le langage écrit, mais apprendre à vivre dans une société qui est ce qu'elle est. Bon, qui peut être modifiée, il faut l'espérer, mais qui est quand même... Et je crois que s'il y avait plus de prise en charge officielle de l'adolescent, peut-être qu'il y aurait moins de drogue. C'est un peu ce que j'ai essayé de suggérer tout à l'heure. Et si aux États-Unis, les divers présidents sont partis en guerre contre la drogue, en France c'est aussi pareil, on mobilise des armées, la police, etc. On dépense des sommes colossales. Question posée, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dépenser cet argent, non pas aller en Colombie ou ailleurs, ou au Mexique, se battre avec les cartels, mais utiliser cet argent pour avoir une meilleure prise en charge de nos adolescents. Et aux États-Unis, les gens n'acceptent pas que ce sont les plus grands consommateurs de drogue, comme d'ailleurs l'Europe occidentale aussi, de tout le monde. Alors, question posée, pourquoi dans des sociétés dites civilisées, il y a une telle consommation de drogue? Et le trafic de la drogue n'existerait pas s'il n'y avait pas de consommateurs. Voilà. Alors moi je pense que là c'est un sujet d'une extrême difficulté, je ne le cache pas, que je ne vais pas résoudre ce soir. Ma seule, puisque vous me demandez une suggestion, prenez en charge les adolescents, au lieu de les laisser, les rejeter, d'entrer dans des conflits à n'en plus finir, et qu'ils aillent dans la rue, justement, vagabonder. Ok, moi je voudrais prolonger un peu l'exposé de Jean-Pierre en parlant du point de vue du physicien sur le développement d'une informatique inspirée par le cerveau. Parce que nous, physiciens et informaticiens, nous sommes fascinés par le cerveau et actuellement, il y a eu déjà de nombreux développements de concepts d'ordinateurs basés sur un traitement d'information par des synapses et des neurones. Actuellement, il y a ce type d'ordinateur qui existe déjà, par exemple, mais ce sont encore des développements très primitifs, c'est-à-dire dans les ordinateurs neuromorphiques, qu'on appelle neuromorphiques, eh bien, un synapse, la fonction d'un synapse est reproduite par un microcircuit qui comprend une centaine de transistors. Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Et également pour les neurones. Alors, ce type d'ordinateur fonctionne sur le principe du cerveau, avec le traitement d'informations par la transmission de neurone à neurone à travers les synapses, et la mémorisation de l'information par les synapses, alors que dans les ordinateurs actuels, le principe, le concept est beaucoup plus primitif, traitement d'une information binaire, et puis aussi les transferts incessants entre des éléments mémoire et des éléments traitement d'information. Et donc les ordinateurs neuromorphiques actuels sont très lourds et très peu efficaces par rapport au cerveau. Je vais prendre l'exemple d'un projet auquel mon laboratoire participe, c'est l'installation d'ordinateurs neuromorphiques sur des voitures autonomes. Au fond, pour une voiture autonome, il faut traiter l'information d'une caméra ultra rapide, une analyse d'image, et transformer cette information en réflexe de conducteur. Et pour ce type de fonction, le neuromorphique est beaucoup plus efficace. Oui. Mais dans les ordinateurs actuels installés dans les voitures autonomes, basés sur de l'informatique actuelle, eh bien, l'ordinateur est tellement lourd et tellement peu puissant que l'ordinateur dépense
augmente l'augmentation de consommation du moteur de voiture par 20%. Alors, ce qui est vraiment très peu efficace, surtout si on considère la nécessité à notre époque actuelle de diminuer les dépenses d'énergie. Alors, notre laboratoire participe à ce projet pour l'installation d'ordinateurs neuromorphiques que nous avons développés, où sans transistor, sans informatique classique, mais où chaque synapse et chaque neurone est remplacé par un nanocircuit, un nano-élément de quelques nanomètres qui, complètement avec des fonctions totalement différentes des fonctions des transistors, mais qui peuvent reproduire la fonction du synapse, de la synapse et du neurone. Et avec ce genre de concept, on peut diminuer considérablement non seulement la consommation d'énergie, mais aussi accélérer aussi le traitement de l'information. Et je crois que c'est une voie qui se développe actuellement. Ces ordinateurs ne sont pas encore dans le commerce, mais je crois qu'il faut, si on développe des ordinateurs neuromorphiques, il faut se détacher complètement de l'électronique actuelle, du transistor et des microprocesseurs, et aller dans cette voie en imaginant donc de nouveaux composants. Actuellement, c'est une physique qui se développe considérablement dans le monde. Non, je suis entièrement d'accord, et d'autant plus que je fais partie du Human Brain Programme au niveau européen, dont le but est d'arriver à réconcilier l'informatique, et entre autres les automates, les ordinateurs, etc., et la connaissance du cerveau et de sa physiologie. Je dois dire que je connaissais très bien Karl-Heinz Meyer, qui a été un peu en quelque sorte à l'origine des systèmes neuromorphiques. Oui, celui de Lausanne, qui était à Heidelberg. Heidelberg, celui-là. Que j'aimais énormément. Mais la compréhension s'est très vite arrêtée entre nous deux, parce que c'est pour cette raison que je me suis permis d'insister sur le titre qui est le cerveau-machine chimique, parce que pour lui la chimie n'existait pas. Oui. C'est vrai que non seulement elle n'existe pas, mais je pense qu'elle n'existera jamais, sauf si on introduit la biologie moléculaire dans, si j'ose dire, la physiologie des ordinateurs. Et ça, c'est faisable, parce que nous avons nous-mêmes contribué justement à l'étude des récepteurs et de leur transition allostérique, et on peut la simuler sur ordinateur, ces transitions allostériques, par dynamique moléculaire. Il y a tout un programme de dynamique moléculaire qu'on a mis en place pour essayer de comprendre l'interaction récepteur-neurotransmetteur. Mais ça n'intéresse pas nos amis, qui sont dominés par des électroniciens et des électrophysiologistes qui ignorent la biologie moléculaire. C'est le drame de la biologie du cerveau, malheureusement. En fait, si je peux commenter, je dirais que l'ordinateur neuromorphique doit prendre certains concepts du cerveau, le synapse, le traitement par synapse, le traitement temporel de l'information, la sélection temporelle de la transmission du signal, mais avec des moyens différents. Si vous voulez, il y a des synapses chimiques où la mémorisation par la synapse se fait par déplacement d'ions, mais ce ne sont pas les plus efficaces. Et au fond, les synapses les plus efficaces, les synapses artificielles les plus efficaces, sont basées sur d'autres concepts, hein, et qui ne sont pas chimiques, qui sont sur l'électronique ou optique. Oui, mais c'est la faiblesse de toute cette science-là. C'est sa faiblesse. Et je pense que ça ne permet pas de progresser dans le développement de nouveaux médicaments du tout. Alors ça permettra peut-être de fournir ce que j'espère, et je le souhaite profondément, de nouveaux types de circuits qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisés dans la production d'ordinateurs. Et aussi, par exemple, j'en ai discuté avec Lequin, par exemple.
j'ai essayé de lui expliquer l'épigénèse que j'ai discuté à la fin. Et faire des ordinateurs dont la connectivité soit susceptible d'évoluer. Il dit, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Bon, voilà, pourquoi pas, ça veut dire qu'il n'a pas compris quelle était l'importance que ça pouvait avoir pour l'adaptation du système. Non, on ne peut pas concurrencer le cerveau, mais on peut aller au-delà. Non, on ne peut pas. On ne pourra jamais concurrencer. J'espère qu'on pourra concurrencer, mais pour l'instant, on n'est pas très loin. Mais on peut faire beaucoup mieux en s'inspirant des principes du cerveau que les ordinateurs actuels, en termes d'efficacité, de dépense d'énergie. Donc, par exemple, il y a quelque chose qu'on gagne automatiquement avec l'optique électronique, c'est la vitesse. Donc, la même fonction peut se faire en optique avec des vitesses. Mais c'est pour cette raison, dans le débat que j'ai mentionné dans mon exposé avec Alain Cohn, il m'a dit pourquoi le cerveau n'utilise pas des communications électroniques. Oui. Parce que Dieu n'est pas suffisamment intelligent pour ça. Oui. Voilà, c'est ça ma réponse. Mais je pense que ce que tu dis est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait une analyse beaucoup plus rapprochée de certains aspects de la connectivité neuronale telle qu'elle est engagée dans une fonction cognitive, par exemple consciente, et celle que l'on peut avoir dans des automates ou des programmes d'ordinateur qui essayent de simuler ou de reprendre ce genre de possibilités. Et là, je pense que les choses sont à faire. Hein. Les choses sont à faire. Je ne suis pas contre le principe, au contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se fera petit morceau par petit morceau, alors que le cerveau fait tout. Les premières étapes, c'est l'apprentissage non supervisé. C'est oui. Une première étape du fonctionnement. Non, mais ça peut se faire. Voilà. Ça peut se faire en électronique, mais de façon très lourde, et ça peut se faire en neuromorphique avec des composants nouveaux. Oui, absolument. Non, mais ça c'est sûr. Hein, pardonnez-moi de vous couper. Je pense que c'est la. En tout cas, c'est un dialogue à poursuivre. Ça, voilà. Mais peut-être qu'il dépasserait l'auditoire et je vais peut-être devoir arrêter, il est presque 8h moins le quart, et vous laisser continuer à discuter. Merci beaucoup.